Je ne suis pas du tout du coin, je suis totalement parisien. À Paris, il y a un tout petit peu plus loin, je ne veux pas vous parler. Voilà. Je travaille chez Big, qui est une entreprise qui est entre Paris et Niort. C'est encore plus pourri ici. C'est très bien. Et je suis un membre assidu de l'AFSI, qui est l'Association française des utilisateurs de Symfony. Donc mon travail à moi, basiquement, c'est d'animer l'AFSI et de faire en sorte qu'on ait des super conférences et qu'on fasse des super meet-ups tous les mois. Uniquement à Paris, même si ça existe en plein. D'ailleurs, si vous voulez créer un concurrent ici au meet-up de la FLUP, n'hésitez pas, vous me contactez, créer un concurrent, c'est stylé, on est stylé. Et si jamais vous voulez parler, poser n'importe quelle question, n'hésitez pas. Mon Twitter c'est Neg. Je le redis là. Donc ce soir, je vais vous parler de DDD. À qui ça parle le DDD? 3 personnes. Ok. Donc, petit récap sur qu'est-ce que c'est le DDD. DDD, ça veut dire Domain Driven Development Design. Basiquement, c'est le fait d'orienter son développement plutôt par le métier que par une architecture différente ou par ce qu'on avait historiquement, MVC, etc. C'est un nouveau type d'architecture du code qui peut aller très loin. La Bible, c'est ce livre, Domain Driven Design, par Eric Evans, que je recommande évidemment, qui est en anglais, donc il faut être quand même chaud. Et en gros, ça va nous parler de tout ce qui va être Ruby plus le langage. Ça, c'est vraiment le truc de base. Savoir ce qu'on écrit dans le code, c'est ce qu'on dit à l'oral. Avec le client, avec les gens du métier, etc. C'est de ce dont je sais pas. Alors après, il y a plein de concepts qui viennent. Donc là, je mettais Value Object, hexagonal architecture, plein d'autres choses. Et puis, dans tout ça, il y a les domaines events. Et moi, en fait, je vais m'attarder un petit peu sur ce cas précis du DDD qui m'a intéressé et voir ensemble qu'est-ce que l'on est. Bon, nos entreprises, elles sont là tout le temps. Faites vite. On va se cacher, parce que les boîtes sont ça. Hein. Est-ce que tu peux le faire super vite? Genre, demain, c'est prêt? Non, la plupart du temps, c'est pas vrai. Mais bon, on va pas se le cacher. Symfony, etc., tous les frameworks, les langages, les librairies, tout ça, ça vient pour faire du Rapid Application Development, RAD. Donc c'est un truc qu'il ne faut pas oublier, enfin je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et malheureusement, nous, ce qu'on nous demande aussi, dans le même temps, c'est de faire le mieux possible. Et là, pour faire le mieux, on ne peut pas faire vite. Enfin, c'est très compliqué de faire le mieux vite. Et notamment, moi ce que j'en pense, c'est que DDD, ça va nous faire prendre, enfin ça fait beaucoup mieux, mais c'est aussi beaucoup plus lent, donc on ne s'en sort plus. Enfin, c'est mon point de vue, d'accord, qui m'engage vraiment que moi. Mais pour moi, on s'en sort plus, on ne sait plus qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc on essaie de trouver des solutions. J'ai essayé de trouver des solutions. Je pense que les domain events, c'est un truc qui fait partie du DDD qu'on peut quand même ramener sur quelque chose d'un peu plus réaliste et qui peut se retrouver à alors il faut savoir que les domain events, si vous faites une petite recherche sur internet, très vite vous allez tomber sur CQRS. Je ne suis pas du tout venu vous parler de ça. CQRS, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe, qui se met sur des grosses architectures, sur des grosses applications. Ça va être évident qu'il va y avoir un énorme gain. Sur des petites applications, enfin moi je ne sais pas si vous faites des petites applications, mais moi je fais des applications du moins de taille raisonnable, hein, c'est pas des petites non plus, mais je ne me sens pas besoin de devoir faire du CQRS avec une grosse infra énorme. Je n'ai pas 2 millions d'utilisateurs pour les connecter constamment. Je ne m'appelle pas Plaza. Donc, pour reprendre, après avoir dit ça, je vais vous parler un petit peu de DDD, mais concrètement, j'essaye de vous parler d'un truc qui est aussi un petit peu rare. Voilà. C'est un peu entre les deux. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin, vous ne prendrez pas, vous faites ce que vous voulez. Et voilà. Donc, parlons des DDD, parlons des mix modèles. C'est l'inverse. Parlons pas des DDD, parlons des mix modèles. Qui connaît les ADX modèles? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça?
Ok. Donc un modèle anémique, ça va être une entité. Entité, ça parle à tout le monde? Ouais. Voilà, une entité d'un point de vue Symfony, un framework, etc. Ça va être un objet qui a des propriétés privées et qui a des getters et des setters. Voilà, c'est ça. Et ça ne fait rien. Donc anémique, ça veut dire ne fait rien. Voilà. Donc vos entités sont basiquement des modèles anémiques. Ça ne fait rien. Maintenant, en DDD, ce qui est recommandé, c'est de ne pas avoir des modèles anémiques, mais d'avoir des modèles riches. Ça se constitue comment? Ça se constitue de la façon suivante. Sur la gauche, vous avez un modèle anémique, donc classique, le modèle user, tous dans notre application, name, password, avec les setters qui vont bien. Allez, on n'a pas mis de getter pour password parce qu'a priori, il faut qu'il est là, donc ça sert à rien de le récupérer, parce qu'il est censé être haché. Donc quand on va instancier notre utilisateur, bam, instance de l'utilisateur, cette name, et quand on met le password, évidemment, on le hache au passage. J'ai mis MD5, mais vous comprenez bien qu'on ne fait pas ça dans le monde réel. La même classe user, mais qui va être cette fois-ci riche. C'est-à-dire que quand je vais l'instancier, je passe les paramètres, mais le métier est là. Okay, donc le domaine va être retranscrit dans mon modèle. Donc en fait, au moment où je set le password, dans ce cas, je fais le MD5. Okay, voilà, donc là on est dans le modèle anémique vs modèle riche. Alors ça peut paraître très bizarre vu comme ça, mais de plus en plus je fais ça, et franchement c'est ok. C'est ok, et on est content d'avoir ce code, en fait. Parce que ce code-là, il est beaucoup plus chiant que ce code-là. Et si vous faites ça sur des choses de plus en plus grosses, vous avez du code qui est de plus en plus clean. Puis franchement, le code de l'entité, ça va. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur tout ce qui est modèle anémique, comment on peut pratiquer ça dans Doctrine, etc., toutes les intégrations qu'on peut avoir à Symfony, je vous recommande un autre talk que j'avais déjà fait au Symfony Live en 2018. C'est dispo sur YouTube. Voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés. Doctrine autrement, c'est là. Moi, je vais vous parler de domain events et pas vraiment de comment mettre en place les modèles anémiques dans Doctrine et Symfony. Voici la petite présentation de Microsoft. Alors, encore une fois, il faut penser que beaucoup de monde en parle pour CQRS, hein, donc ils ne font pas exception. Là, on a quelque chose qui est très DDD. On a des modèles, un agrégat qui contient plusieurs modèles. On fait des domain events, et en fait, après, c'est caché par les modèles lancent des events, et c'est caché handle par nos listeners. En fait, dans le concept ici, on est vraiment sur quelque chose de sécurisant. C'est pas forcément flagrant quand on voit ça comme ça, mais l'idée c'est que ça crée des événements qui sont, moi je vais pas vous faire la leçon sur CQRS, mais qui sont ensuite enregistrés dans une base de données et qui sont dépilés par la suite. Bref, ce que je voulais vous montrer avec ces slides, c'est simplement que je suis pas fou. Voilà, les domain events, c'est un vrai truc que a priori tout le monde s'intéresse, y compris le concept avec .NET. Donc là, ma version elle est beaucoup plus simple. Ma version, c'est juste notre modèle, qui en fait est une entité, si on met en RAD, hein, une entité, c'est le modèle, c'est pareil, qui utilise un domaine dispatcher pour dispatcher des événements qui vont des listeners. J'appelle ça des rôles. Mais en gros, ça s'appelle des listeners grâce à des événements qui sont dispatchés depuis le modèle. En gros, on pourrait faire ça. Et genre là, j'ai fini l'après. Mon user, je lui mets un dispatcher, je lui file un dispatcher en argument. Les arguments habituels, name, password, du moins si on fait. Oui, non, c'est vrai que c'est pas très anémique, mais on pourrait imaginer un modèle anémique avec des arguments quand même. Néanmoins, là, du coup, on enregistre le dispatcher, et ici, on vient dispatcher new password event. Je lui passe une petite fonction, et derrière, on va imaginer qu'il y a une règle métier qui va écouter sur new password event, et qui va utiliser cette fonction que j'ai passée à mon événement pour setter le password
haché. Alors l'avantage de cette approche, c'est quoi? C'est que principalement, là on n'utilise pas la méthode MD5. On est capable de injecter dans notre listener, par exemple, si on utilise Symfony, on va pouvoir injecter l'encodeur de Symfony et on va pouvoir hacher le mot de passe au moment où on écoute ici avec l'encodeur de Symfony. Donc super pratique, on est capable d'utiliser des dépendances en tant que service grâce à ce dispatch. C'est là où tout est l'intérêt. Donc, évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Mais je suis venu vous présenter comment on peut le faire dans une vraie application du monde réel. Donc avec Doctrine. Doctrine / Symfony. Donc on doit tout le début à ce monsieur qui a d'ailleurs créé historiquement Doctrine, donc Benjamin Hébert. Il a écrit un article en 2013, hyper intéressant, qui dit comment est-ce qu'on peut imaginer ça avec Doctrine. Donc voilà comment ça se passe. Lui, il propose, alors vraiment, il a utilisé les termes du DDD, donc aggregate root. Voilà, on a notre injecteur item, ça c'est entity / domaine, modèle domaine. Un ID, un nom, on essaie de faire ça simple. Et dans le constructeur, on va raise. Il a utilisé le terme raise. J'ai essayé de conserver un peu sa patte. Donc lui, il utilise le terme raise, mais on peut imaginer dispatch, c'est exactement pareil. Mais dans son cas, c'est peut-être mieux de l'appeler raise, dans le sens où ça ne dispatche pas tout à fait, vous allez comprendre pourquoi. Donc on envoie notre événement. Bon, tout à l'heure, j'ai envoyé un objet pour un événement, mais une chaîne de caractères, ça marche pareil. Et des paramètres. On fait notre listener, qui est bon, à faire grand chose dans ce cas-là, d'accord. Très simple. Et là on se dit, mais comment est-ce que ça peut fonctionner? Forcément, il y a de la magie noire derrière. Sûr. Et oui, la réponse c'est oui. Oui, il y a beaucoup de magie noire derrière. Et là c'est tout. Donc on triche. En fait ça, c'est l'aggregate root. Je vous l'ai dit juste avant, il hérite de aggregate root. Il a donné des noms qui viennent des principes des DD. Et en fait, ce qu'il fait, c'est au moment où il raise, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre un nouvel event, un domain event, dans un tableau. En fait, il crée un tableau là systématiquement dans cette classe, et après il vient enregistrer ces événements les uns après les autres. Et après, il y a une petite méthode qui va lui permettre de retourner les 10 événements qui ont été dispatchés. Ça veut dire que si vous regardez bien, à ce stade, quand on a raise, il ne s'est rien passé. Ça a juste enregistré un événement dans un tableau de notre entité. Il ne s'est rien passé. Du coup, comment ça marche? Comment est-ce que ça fonctionne? La magie noire, tu vois. La magie très très noire. Donc, il fait un listener, au terme doctrine, d'accord, parce que doctrine, on peut écouter sur les événements. Donc, il fait un petit listener doctrine. On peut faire un subscriber, comme vous voulez, mais l'idée, c'est d'avoir des fonctions qui fonctionnent sur le post persist, qui fonctionnent sur le post date, le post remove. Et donc, à ce niveau-là, il va enregistrer toutes les entités qui ont des événements. Il va les enregistrer et sur le flush, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des for each sur toutes les entités qu'il a enregistrées. Il va vérifier s'il y a des événements. Il va, donc, pop events, il va récupérer tous les événements, et il va les dispatcher sur un dispatcher, un event dispatcher. Donc, c'est une approche qui fonctionne en vrai, ça fonctionne très bien, enfin, voilà, c'est un peu magie noire, mais ça fonctionne. Et en vrai, c'est cool. Moi, je l'ai utilisé sur des projets pendant un certain temps, et c'était cool. Et puis le projet a grandi. Et bam, qu'est-ce qui arrive? Lors de l'exécution, donc vous avez vu, on raise. En fait, ça raise pas, ça raise sur le flush. Donc c'est très bizarre comme type de fonctionnement. On dispatche un truc, et en fait, ça ne part pas dans les listeners tout de suite, mais ça part dans les listeners après. Donc voilà, on est sur la weird logique aussi, dans le sens où un nouveau développeur qui arrive sur le projet ne pige que là ce qui se passe. Ne pige que là. Je vous parle pas plus des trucs bizarres que ça peut entraîner, mais vraiment c'est très
Voilà, donc nous on a eu vraiment des gros soucis. En termes de performance, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que si on est dans le unflush et qu'on fait un flush, parce que dans un listener, on a très envie de faire des flush, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ça flush en cascade, parce qu'en fait le flush va relancer les événements, et vu qu'on est dans un flush qui fait d'un for each sur nos entités, très rapidement ce qui se passe c'est que les flushs s'enchaînent et les for each sur les entités s'enchaînent, et en fait on va créer vraiment des boucles. Par exemple, si on fait un flush sur 5 entités, je crois que ça va nous faire quelque chose, enfin il faut faire 50 puissance 50 sur le nombre que ça va faire. C'est énorme. Alors, sur 5, on va dire, ça prend une seconde, ça va. Maintenant, quand vous avez une appli qui est assez conséquente et vous voulez des fixtures, admettons que vous voulez enregistrer 700 entités dans une base de données, 700 c'est pas la folie, hein, pour des fixtures, c'est acceptable. Et que là, votre application, elle met plus de 10 minutes à les enregistrer en base de données, en fait, il se passe quelque chose, ouais. Alors, je ne parle pas des problèmes de performance en prod, c'est pire. Mais en gros, ça vient avec un certain nombre de soucis qui sont réglables de manière difficile. Donc chez Bing, on a essayé, parce qu'on trouvait ça vraiment cool, de régler les problèmes. Ok. Donc, le premier problème, c'était on ne peut pas injecter le dispatcher dans l'entité. C'est un peu ce qu'avait essayé Benjamin et Berrier de régler comme problème. En faisant ça, c'était ne pas injecter le dispatcher. Nous, on a dit casse l'entité, en fait, on va carrément injecter un dispatcher. On va dire que l'entité aggregate route, là, ça prend un dispatcher. Ok. Donc on met un setter dans toutes les entités de notre domaine qui vient prendre un dispatcher. Ok, ça fonctionne. Donc le truc, évidemment, c'est qu'avec Doctrine, nos objets sont instanciés automatiquement. Mais on veut quand même notre dispatcher à ce moment-là. Au moment où Doctrine instancie les objets, on est obligé de redéfinir l'instanciateur de Doctrine. Donc dans notre librairie, la codé qui est distribuée en open source, on redéfinit l'instanciateur de Doctrine. Donc Doctrine, quand il instancie un objet, ce qu'il fait chez nous, c'est qu'il remplit aussi avec un dispatcher. Alors, voilà. On a aussi le problème avec plateforme et la dénormalisation, évidemment. Enfin, du moins Symfony, la dénormalisation est par utilité avec plateforme. Quand on dénormalise un objet, on l'instancie en fait. Donc à ce moment-là, il faut injecter le dispatcher. Donc pareil, on a réglé le problème sur tout un truc classique. Puis après, voilà, c'est à chacun de régler ses propres soucis par rapport à ça. Donc on a fait 2-3 bidouilles avec Doctrine, notamment, je pense que le truc le plus bizarre, c'est la classe metadata object qui est un peu custom chez nous. Et puis du coup on change la façon dont on instancie les entités. Mais néanmoins ça fonctionne plutôt bien. On en est content. Et du coup, évidemment, il va falloir changer la façon dont on instancie les objets partout dans le code. C'est-à-dire que dès qu'on a un objet du domaine, en tout cas, il faut qu'on passe par une factory qui va injecter notre dispatcher. En fait, au début ça semblait un peu chiant, mais au final, c'est une pratique qui est devenue assez courante chez nous et on a réussi à le pratiquer partout, même toutes les dépendances qu'on a eues, jamais aucun problème. La plupart des dépendances fonctionnent avec des factories en fait, ils sont capables de créer des objets avec des factories. Même Alice, qui était, on s'est dit, Alice Fixture, ça va être le bordel parce que c'est quand même du YAML et tout. Non, en fait, ça marche. On est capable d'utiliser une factory avec Alice YAML, donc ça marche avec vraiment tout. On n'a pas eu de souci de blocage complet pour l'instant. Donc les deux petites méthodes qui, sur la factory de base de notre lib, c'est la méthode create qui va nous permettre de créer, on nous dit crée-nous une instance de cette classe-là, on lui donne les paramètres du constructeur, hop, il crée notre objet, et puis on a la possibilité de créer avec une factory statique. La factory statique, ça va être une méthode statique publique de votre objet qui va être capable d'instancier votre objet. Très pratique, notamment quand vous avez un constructeur qui a plusieurs paramètres. Là, vous allez être capable, par exemple, de créer une. Voilà, moi, celle que je crée souvent, c'est la create fake qui me permet de rajouter, de générer des paramètres pour mon constructeur. Et puis comme ça, je ne m'occupe pas de comment est-ce que je dois instancier mon objet. Il est instancié d'une manière fausse. Et c'est plutôt pratique. Donc, comment ça se passe concrètement
si on utilise Noteclip, on étend du domaine modèle, donc ça c'est un truc qu'on a rajouté qui est dans Noteclip, et on dispatch. On a la méthode dispatch ici, qui va nous permettre de dispatcher un événement. Donc, avec l'ancien, depuis Symfony 4.3, petit spoiler, on n'aura plus besoin de ça. On pourra dispatcher directement un objet événement. On pourra toujours continuer évidemment d'utiliser cette méthode. Mais on pourra dispatcher directement un événement comme j'ai montré dans l'exemple tout au début. Pour l'instant, le dispatcher Symfony fonctionne comme ça. Et c'est celui qu'on utilise. Voilà. Et donc, derrière, on va avoir une autre règle métier, qui implémente domain rule interface, et donc qui va juste avoir forcé ces deux méthodes-là, execute et on. Donc le on, c'est l'événement, donc le user, event password, edit, voilà. Et l'execute, c'est là où on va faire tout notre traitement métier. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est en capacité maintenant, grâce à ces listeners, de récupérer un service tiers. Donc là, l'encodeur factory. Avec l'encodeur factory, on récupère le bon encodeur. On encode notre password avec l'encodeur de Symfony. Et comme ça, c'est hyper simple, tout le monde est content. Et on a du code très très propre, malgré le fait qu'on utilise un service techniquement, on utilise un service dans notre modèle, et ça marche pas. Donc voilà, je vous en parlais. Les petites fonctionnalités qu'on a sur notre librairie, c'est le support de la désérialisation dans Symfony. C'est quelque chose d'important. Ça fonctionne aussi pour API Platform, parce que c'est quand même un système différent, légèrement différent. Ça fonctionne pour le cache de doctrine. Tout ce que vous allez utiliser avec le cache de doctrine, ça va fonctionner. Et on a deux types de règles métiers. On a la règle métier qui va s'exécuter tout de suite. Donc c'est là où je disais l'ordre des actions est plus logique, dans le sens où quand on dispatch, ça va appeler listener. Voilà, donc là c'est logique. Et on a la règle métier qui va s'appeler post-persistful, et là ça va s'exécuter après le flush. Pourquoi après le flush? Parce qu'on va être en capacité de reflush et ça va pas tout foirer au niveau de la stack. Donc là on est content, on a des petites features et ça fonctionne pas trop mal. Donc en fait, souvent ce que ça va faire, ce truc-là, c'est que ça va nous remplacer, surtout le post-persistful, pardon, ça va souvent remplacer les doctrines listeners. Donc la plus grande des questions qui revient tout le temps, c'est pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un subscriber doctrine? Alors ces gens-là, c'est généralement qu'ils n'ont pas très bien écouté ce que j'ai dit au début, parce que la première chose que je dis, c'est dangereux les subscriber doctrine pour les perfs. C'est très souvent très dangereux pour les perfs. On fait rarement bien attention à ce que tout marche très bien en tous les cas. Dans tous les cas, pour que tout marche très bien avec un listener doctrine, on est obligé de faire des trucs un peu bizarres dans le code, et souvent c'est immaintenable, parce que les listeners doctrine ne sont pas prévus pour faire ça en fait. Si on écoute Otramus, il va vous dire, les listeners doctrine ne sont pas prévus pour gérer votre domaine. Les listeners doctrine sont prévus pour gérer des trucs de votre application, mais plus en mode des règles, par exemple, pour gérer des domaines, finalement. Plus ce genre de choses qui est prévu pour ça. Donc ORM oriented, voilà, c'est pour ajouter des features plus qu'autre chose. Et puis, finalement, s'il y a ce petit problème-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont permises, qui sont dans les listeners doctrine, et souvent on va avoir tendance à pas forcément utiliser la plus optimale, et du coup, au final, avoir un peu moins de features dans les domain events, ça rajoute de la simplicité, ça donne de l'air à votre code, et c'est ce qu'on veut. Voilà. Donc en gros, évitez les subscriber doctrine. D'ailleurs, même si vous n'utilisez pas des domain events ou quoi que ce soit, de manière générale, un conseil, évitez les subscriber doctrine. Voilà. Quitte à faire un petit service que vous appelez dans le contrôleur, ça marche très bien, c'est très cool. Voilà, je vous ai tout dit. Donc si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas, tout à l'heure ou après, ce qui paraît, on va boire un coup, ça va être incroyable. Le petit repo pour le travail qu'on a effectué sur ce sujet, normalement c'est documenté à peu près. Puis si jamais vous voulez me parler à la communauté, nous sommes sur le Slack de l'AFSI. Oui, parce que je fais partie de la concurrence, ne l'oubliez pas. Je suis dans l'équipe d'en face. Et le Slack Symfony Dev également, je serai actif.
Voilà.